Un centre de contrôle pour votre domotique, c'est le prochain nouveau produit majeur sur lequel travaille Apple depuis des années selon Mark Gurman, et notre confrère de Bloomberg en parle comme s'il l'avait déjà vu. De la taille de l'écran à sa forme générale, qui n'est pas rectangulaire, des fixations murales qui seraient fournies à ce que cet iPad revisité permettra de faire. Vous allez presque tout savoir sur ce produit que certains appellent déjà le HomePad. Peut-on croire Apple quand deux de ses représentants expliquent dans un podcast que le lancement du projet Apple Intelligence date de 2017 ? Opération de communication pour contrer l'idée qu'Apple est en retard sur l'IA ou hypothèse plausible ? On va en discuter. Les premiers tests de la puce M4 Max à la fois à l'intérieur du MacBook Pro M4 Max mais aussi face au meilleur GPU de Nvidia. Apple n'est pas le meilleur, mais les résultats sont excellents compte tenu de l'autonomie des nouveaux Mac portables qui ne se transforment pas en bouillotte. Et puis, le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon. Cette semaine, le retour de la rumeur autour d'une télé Apple. Cupertino se serait remis à évaluer son intérêt. Pour en profiter, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, épisode 208. iWeek, c'est le podcast hebdo de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. Je suis Benjamin Vincent et je dis tout de suite bonjour à mes deux copains. Salut Fabrice Neumann. Salut à toutes et tous, salut Benjamin et salut... attends, t'as pas dit le nom, alors je dis pas qui est là en fait. La surprise. Bon, je maintiens le suspense en rappelant que tu es consultant tech pour les petites entreprises et contributeur sur comment ça marche.net. Ton site c'est neumann.fr pour ceux qui veulent te lire, évidemment. Cette surprise, quelle surprise, c'est Gilles Denès qui est avec nous. Salut Gilles. Salut Benjamin, salut Fabrice et bonjour à tous nos auditeurs. Oui, on t'a jamais vu aussi clairement, dis donc Gilles. Aussi net, non. Bah oui. Effectivement, Apple a fait des miracles avec son capteur, a daigné l'intégrer au MacBook Pro et ne plus les réserver aux différents iPhones de sa gamme. Voilà, ton MacBook Pro M4 Pro que tu utilises depuis maintenant 10 jours et on est très heureux que tu l'aies reçu parce que voilà, on en profite nous aussi indirectement, donc c'est une super nouvelle. Je rappelle que tu es l'ancien rédacteur en chef de Mac Plus et le co-auteur d'iPod Backstage, le livre de référence sur l'iPod chez Duno. Je salue aussi tous celles qui nous accompagnent en direct pour cet enregistrement qu'on diffuse en streaming comme tous les mardis désormais 17h30 des poussières. Vous êtes sur X, sur Twitch, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube via la chaîne de Watch Audio, OUATCH pour Watch. On est à votre écoute sur le chat et puisqu'on a mis un petit moment à démarrer parce que j'ai eu des soucis de micro, eh bien vous avez déjà laissé une belle ribambelle de messages. Salut à tous. Fabrice, tu étais le gardien du chat en mon absence, alors dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, alors on va le redire et lui redonner sa médaille, iFanboy était le premier à nous dire hello au commencement et iFanboy31 est toujours là. Merci à lui. Voilà, vous êtes très nombreux sur le chat déjà. Merci beaucoup, vous le savez, c'est votre espace pour réagir, pour nous reprendre si on dit des bêtises ou pour nous poser des questions pendant tout cet enregistrement. Merci à tous de votre présence, hyper important pour nous. Bonjour spécial évidemment à nos soutiens Patreon qui sont là à cet instant. Je rappelle qu'on a vraiment besoin de votre soutien en ce 19 novembre et dans les jours qui vont suivre, puisque le Black Friday approche, vous le savez, c'est le 29, donc dans 10 jours. Et le Black Friday, c'est le moment où on fait tous nos renouvellements de licences logicielles pour la prod du podcast. Et donc très clairement, on a besoin de votre soutien économique. Et donc, si vous n'êtes pas déjà parmi notre communauté Patreon, eh bien c'est le moment
de faire un petit geste pour nous aider. Ça se passe sur patreon.com/iWeek et on vous remercie énormément de votre soutien sans lequel on ne pourrait pas continuer à produire iWeek toutes les semaines. On commence avec retour sur ces quelques instants qu'on prend désormais en début d'épisode chaque semaine pour compléter une info, pour l'enrichir ou la rectifier. Et aujourd'hui, on avait envie de revenir comme ça, hein, pas longtemps, mais quand même, sur les pubs Apple pour Apple Intelligence. Fabrice, tu nous as renvoyé vers cette excellente vidéo de CNET, du CNET américain, de cette journaliste qui règle son compte quand même aux pubs Apple pour Apple Intelligence, où elle se demande clairement si Apple ne prend pas tous pour des débiles. Bah oui, voilà, donc je vous ai envoyé ça sur notre fil de discussion parce que moi, c'était tout à fait mon avis. J'ai regardé ces trucs-là et les bras m'en sont tombés en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas encore vu, on rappelle qu'il y a une chaîne YouTube Apple, donc on peut aller voir les pubs Apple pour voir ça. Et donc il y a 3-4 pubs sur l'Apple Intelligence. Je sais déjà que certains parmi l'équipe n'ont pas tout à fait la même opinion que moi, mais ce qui m'a surpris en fait, c'est que par exemple, on en voit une où il y a un gars dans un open space au bureau qui visiblement ne fait rien. Il déroule un rouleau de scotch, il fait une guirlande avec des trombones. Et puis à un moment, il sort son... Donc il est même assis au milieu de la pièce, finalement, il fait rien. Il sort son iPhone pour écrire un mail à son patron. Visiblement, on va dire, pour faire plus ou moins semblant qu'il a lu quelque chose, un rapport sur un projet, en disant, tiens, ce projet est quand même... Alors, je vous paraphrase, mais vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Le projet est complètement naze, franchement, il faudra le rebosser dessus parce que c'est vraiment pas terrible, bof, bof, bof. Et puis, il sort Apple Intelligence pour lui demander de réécrire le mail de manière plus professionnelle, et ça met des belles phrases autour. C'est envoyé à son boss qui se retourne. On voit le boss dans son bureau, dans un bocal, genre des murs transparents, et il le regarde d'un air étonné. Tiens, dis donc, finalement, celui-là, il sait écrire. Et donc, il y en a une autre comme ça, un peu sur le même ton, où, franchement, moi, je l'ai pris comme ça, où je l'ai mal pris, en fait, en me disant, c'est quand même dommage de présenter les outils d'IA comme étant des outils qui aident ceux qui font rien et qui sont stupides. À donner l'impression qu'ils font quelque chose. Ouais, et franchement, vraiment, moi, ça m'a donné une impression, pas aussi fort, j'exagère un peu exprès, mais pour forcer le trait, mais ça m'a refait penser à la fameuse pub pour l'iPad où on avait une presse qui écrasait tout pour transformer donc tous les outils de création en disant il n'y a plus besoin, l'iPad Pro dans toute sa finesse est capable de faire tout ça. On sait ce que ça a déclenché comme retour de bâton. Cela un peu moins, mais donc il y a eu la vidéo de CNET, il y a eu aussi un gars qui fait une newsletter sur Apple depuis 30 ans et qui a fait un article dessus en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et voilà, donc les avis sont partagés. Le mien est que c'est raté et je sais que c'est pas l'avis de tout le monde. Voilà. Gilles, je sens que tu as un autre avis que celui de Fabrice. Oui, alors déjà la vidéo de la nana de CNET, son propos gagnerait beaucoup en crédibilité si elle ne se croyait pas obligée de faire des grimaces pour attirer l'attention. Tu es déjà injuste. L'attention. Capter l'attention. Je vais me faire engueuler si je te contredis. Mais... D'un enfant de 3 ans, là. Ok. Là, c'était sur assez le fond. insupportable. Sur le fond. Sur le fond, les vidéos sont clairement ratées. Mais elles sont ratées parce que ces messieurs ont joué la connivence et en croyant que la référence implicite au pire collègue du boulot, du bureau, cette revue de caractères qui font au fur et à mesure des pubs qui sont égrenées comme ça allait de soi, c'était implicite. Or, il manque quelque chose pour le reste du monde, et pas les gens très très intelligents qui sont capables de choper le 2e ou le 3e degré quand ils se présentent. Et puis, et donc voilà, il y a eu des pubs dans l'histoire d'Apple
Gilles, là je t'interromps parce que j'ai toujours rien dit, mais c'est un peu l'apologie des gens qui en glandent pas une ou qui font attention à rien. La pub où c'est la mère de famille qui oublie l'anniversaire de son mari et qui, sur son iPhone, en une demi-seconde, réalise une sorte d'album photo de leurs meilleurs souvenirs en faisant semblant de l'avoir préparé pendant des jours, des semaines en pensant à lui et qui lui met sous le nez en lui faisant genre regarde chérie, j'ai pensé à toi, bon anniversaire. Je trouve ça lamentable. Non, mais là aussi, c'est du 2e degré ou du 3e degré. Mais ça te fait rire? Moi, ça me fait pas rire, hein, honnêtement. Mais non, moi, ça me fait pas rire. Je trouve que c'est totalement raté. Ah bon? Mais, Qui a dit vieux? c'est totalement raté, mais parce qu'on joue la connivence et on croit qu'on va être compris immédiatement comme ça. En principe, ce truc-là de la personne, le conjoint qui oublie l'anniversaire de l'autre, en général, c'est les mecs. C'est pour ça que je dis c'est de la connivence, en fait. Et du 2e, 3e ou Z-ième degré. Il y a eu d'autres pubs comme ça dans l'histoire d'Apple, à l'époque bénie de Lee Clow, qui était chez TBWA Chat Day, où on montrait un peu le pire chez les autres en disant mais vous voyez, chez nous c'est pas comme ça, et on le faisait avec humour. Là, il n'y a pas le contrepoint et c'est pour ça que c'est raté. Bon, on est d'accord alors, Gilles, on est d'accord tous les trois alors finalement. On est tout à fait d'accord, mais ça ne mérite pas comment dire, c'est pas une apologie du glandeur ou du gros mauvais ou de la nana qui se fout de tout. C'est comment dire, c'est des vannes qui sont ratées, qui tombent à plat. Ouais, mais je sais pas moi. En plus, Apple m'a habitué à un autre niveau quand même de créativité, Je rejoins tout à fait Fabrice. On est dans la même lignée de ratage de la presse, de la créativité qui est censée accoucher de l'iPad Pro. On est dans une connivence qui est pas... il n'y a pas d'humour, si tu veux, où c'est la pub dans ce cas-là le plus détestable qui se prend en sérieux et du coup tombe totalement à côté. Ce qui est très marrant, c'est que, et qui m'étonne en fait le plus, c'est qu'il y a eu un petit peu avant, quelques semaines, quelques mois avant, de la pub pour présenter le nouveau Siri que nous n'avons toujours pas, même les Américains. Et notamment une pub avec Bella Ramsey, qui est une actrice qui était dans la série télé The Last of Us. Ouais. Et où elle utilise cette fonction qui nous est promise de Siri et d'Apple Intelligence, et les deux sont liés, où elle arrive dans une pièce où elle est sur le point d'entrer dans une pièce, et elle voit quelqu'un au fond, elle se rappelle plus qui c'est, et elle demande à Siri, dis donc, il s'appelle comment celui qui m'a envoyé un mail il y a 3 semaines qui parlait de ça, qui est la promesse véritable d'Apple Intelligence, qui est celle d'utiliser les données qui sont stockées sur nos appareils pour nous aider à nous rappeler de certains événements. Et cette pub était elle n'était pas faite pour être drôle, mais elle était démonstratrice de ce que ça signifie de l'Apple Intelligence, alors là, pour le coup, vraiment dans le sens intelligence sur les données, de pouvoir nous aider à nous rappeler de trucs. Et c'était très réussi, ça donnait envie. Même si c'est encore dans plusieurs mois avant d'arriver. Ouais. Et là, on tombe sur ce truc-là qui est... c'est pas forcément l'apologie, ce que je regrette, c'est que ça ne démontre pas d'intelligence. Et c'est un peu dommage. Allez, c'était juste un retour sur le vrai sujet de la semaine. C'est Mark Gurman qui nous l'a encore apporté avec sa newsletter Power On dimanche, ce 17 novembre 2024. Je vous lis la première phrase de ce pavé dans sa newsletter. Voici comment le prochain produit majeur d'Apple fonctionnera. Et toute cette explication, elle concerne cet appareil, ce centre de contrôle domotique que certains appellent déjà le HomePad et qui pourrait trouver place sur le mur de notre maison, de notre appartement.
et jouer le rôle de tour de contrôle de nos appareils HomeKit essentiellement, puisque c'est évidemment le standard de communication qu'Apple pousse depuis des années. On va évidemment vous donner les détails si vous n'avez pas lu la newsletter de Mark Gurman, mais sur la précision des infos, sur la quantité d'infos, sur le niveau de détail, est-ce que ça vous a surpris, Fabrice ? Oui, parce que dans ta présentation, dans le générique, ça m'a fait rire parce que tu as dit cet écran qui n'est pas rectangulaire. Ah bon, mais alors il est triangulaire, il est rond, il est quoi ? Non, d'après Mark Gurman, alors il est, j'ai envie de l'appeler Guruman, c'est une création que j'ai entendue pour la première fois depuis, j'en parle même quasiment toutes les semaines, de mon très cher rédacteur en chef de Comment ça marche, Félix Marciano, qui l'appelle Guruman tellement il est en avance sur plein de sur plein d'infos et qu'on l'écoute tous avec révérence. Donc selon Mark Gurman, donc l'écran serait carré. Ce qui serait une première, me semble-t-il, parce que même l'écran de la Watch n'est pas carré complètement. Alors il dit pas que l'écran est carré, il dit que l'appareil est carré. Alors tu as raison, c'est vrai. Mais en tout cas, il faut s'attendre à quelque chose peut-être de plus ramassé, j'en sais rien. Enfin voilà. En tout cas, mais pour répondre à ta question, oui, effectivement, il décrit quelque chose d'assez précis, avec puis deux modèles à venir. C'est-à-dire qu'il y en a rien qu'on pourrait poser ou accrocher au mur avec quelque chose à visser, je sais pas exactement. Et puis peut-être plus tard, ce fameux. Alors, au début, il parlait de robot. Alors, il s'est un petit peu repris parce que c'est pas un robot, mais c'est un bras. Un compagnon haut de gamme d'IA. Ouais, mais au début, c'est même pas un robot qui bouge sur lui. C'est juste un bras articulé, potentiellement un peu automatisé. Donc il faut imaginer l'iMac G4 qui serait avec un bras robotisé pour pouvoir suivre quelqu'un, par exemple, si le cadre centré ne suffit pas quand on fait une visio. En tout cas, oui, on a l'impression qu'il a vu quelque chose. C'est assez surprenant. Oui. Gilles, est-ce que tu as eu la même impression que Gurman nous livrait avec des mois d'avance une première vue pour notre imagination, en tout cas pour notre imaginaire d'un produit Apple qui sortira alors peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, je ne sais pas. Il est annoncé pour dans 6 mois ou 7 pour la première moitié de... Pour le mois de mars, oui. Ouais. Donc... ça serait pas pour la saison de Noël, mais assez rapidement, un peu comme quand les HomePod les HomePod étaient sortis. Il a peut-être vu, on lui a peut-être montré des choses. Est-ce que c'était en service commandé pour faire monter un peu l'envie, la pression à quelques mois de la sortie, pour faire oublier un peu les choses qui ne marchent pas trop ou qui ont carrément raté, comme le projet Titan et la voiture. Il faut se... Là, c'est évident que les infos, il les a eues par Apple. Oui, dans les labos. Mais avec un feu vert d'Apple, parce que sinon... il faut se méfier. Il y a des morts, là, sur un niveau de détail pareil, sinon. Gene Munster avait donné beaucoup de détails en son temps sur la télévision, téléviseur Apple, et ça lui avait coûté sa place. Je crois qu'il était à Crédit Suisse ou je sais plus quel. Donc, mais il est aux fraises maintenant. Quand c'est pas, tant que c'est pas sorti, tant que c'est pas sorti, ça n'existe pas chez Apple. Ouais. Bon, disons qu'on fait plus confiance à Mark Gurman aujourd'hui qu'à Gene Munster. Est-ce qu'on peut essayer de... À l'époque. Oui, non, mais bien sûr. À l'époque, c'est ce truc qui l'a flingué. Oui, bien sûr. Bah oui, normal. Bah oui, normal. Il était quand même très sûr de lui à l'époque, hein, donc c'est normal que ça l'ait flingué. Qu'est-ce qu'on peut dire, pour ceux qui n'ont pas lu la newsletter de Gurman, Fabrice, quelles sont les infos qu'on a dans ce papier? Donc, il parle d'un écran de 6 pouces. Il fait référence à un iPad d'entrée de gamme. Je pense pour parler de l'écran et sans doute
du cadre de l'écran. Donc quand il parle d'iPad, on pense évidemment, comme tu le disais, à un écran rectangulaire, mais il précise un peu plus loin que l'appareil, le device, est carré. Donc ce serait un écran rectangulaire dans un appareil carré. Parce que visiblement, ce serait pour avoir des proportions différentes, parce que ce serait il faut imaginer un iPad un peu plus petit, peut-être même plus petit qu'un iPad mini, donc si on en croit les 6 pouces que tu viens de donner. 6 pouces, c'est petit, hein. Mais aussi posé ou intégré à un haut-parleur. Parce qu'en fait, soit c'est un iPad avec un haut-parleur, soit c'est un HomePod avec un écran. Mais c'est la carpe ou le lapin et la carpe. Parce que l'idée, c'est de faire un produit de gestion de sa maison connectée. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de HomeKit. L'écran servirait essentiellement en fait à diriger, à allumer des lumières, à régler le chauffage, les lumières, à voir les images de ces vidéos qui seraient des caméras de surveillance qu'on a à l'entrée. Peut-être des caméras Apple d'ailleurs. Tout ça. Alors, c'est une partie, enfin c'est presque toute la question. C'est-à-dire que tu disais au début que HomeKit c'est un standard qui est poussé par Apple depuis des années, sauf que pas tant que ça. Parce que on pourrait se dire, par exemple, que c'est un peu dommage que Apple ait quitté le marché des routeurs. Ils avaient les AirPorts extrêmes, etc., qui auraient été des produits absolument parfaits, justement, pour être au centre d'une maison connectée, servir de hub, donc de relais, pour commander tout ça, et puis le faire en sécurité, justement, par exemple, en créant automatiquement des sous-réseaux pour chacun des objets connectés qu'on a à la maison, ou en tout cas un sous-réseau exprès pour les objets connectés. Donc en fait, Apple a abandonné ce marché en disant voilà HomeKit, voilà le standard, débrouillez-vous. On sait ce que ça a donné, c'est-à-dire pas grand-chose. Les appareils compatibles HomeKit ne sont pas forcément la majorité du genre. Et puis, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent, par exemple, on parle des caméras vidéo, je pense que c'est de surveillance ou voilà, qu'on met des fois pour remplacer la sonnette qu'on a à la porte. Ellie nous avait raconté ça, qu'il avait mis ça sur son portail, une caméra Aqara, si je me rappelle bien. C'est censé être compatible HomeKit, mais c'est pas toujours très fiable. Moi, j'en ai essayé plusieurs des caméras aussi, et ça se déconnecte. La connexion est vraiment pas fiable. La qualité de la vidéo est pas terrible. Alors, il y a des caméras qui sont HomeKit Secure Video qui font ça. Il y a Logitech et tout ça. En fait, la problématique de cet appareil qui pourrait servir de centrale de contrôle de tous ces appareils, j'espère qu'elle va, si ça arrive, que cet appareil va arriver avec un ensemble au moins de partenariats pour proposer un ensemble d'appareils qui seraient, alors là, même s'ils ne sont pas siglés Apple, mais qui seraient soutenus par Apple pour que ça marche véritablement avec. Alors, puisque j'arrive pas à avoir ma réponse, parce que c'est 2 fois déjà que je vous pose la question, mais tu veux pas me dire les caractéristiques. Donc, mais tu viens de les dire. Oui, déjà. mais il y en a plein d'autres. Alors vas-y, shoot. L'appareil ressemble à un iPad d'entrée de gamme, tout en étant carré. Donc déjà, je vous laisse divaguer. J'ai du mal avec ça. Voilà, oui, forcément. Et il inclura une batterie intégrée, des haut-parleurs, une caméra FaceTime orientée en mode horizontal. Donc écran d'environ 6 pouces avec des capteurs qui permettront de changer l'interface en fonction de la distance à laquelle vous vous trouverez de l'écran. Il sera livré, en tout cas, sont prévues des attaches murales ainsi qu'une base avec des haut-parleurs supplémentaires de manière à être placé sur une table de nuit ou un bureau. Voilà pour on va dire la représentation qu'on peut essayer de se faire de l'appareil. Après, il y a tout ce qui va se passer à l'écran. Et là, Fabrice, comme moi, tu as compris qu'en fait, les évolutions récentes d'iOS 17 et 18, quelque part, nous permettent d'imaginer, ça va être une sorte de
centre de contrôle au sens de l'iPhone, hein, avec plein de widgets sur lesquels on pourra cliquer pour justement piloter tous les appareils connectés dans la maison. C'est ça l'idée. Alors il y a ça, et puis il y a ce qu'on... c'est pas pour faire mon intéressant, mais je sais pas s'il y a un mot en français pour parler du mode stand-by qu'il y a sur la iOS 18, parce que là en ce moment j'utilise mon iPhone en anglais, donc je viens de le réactiver parce que c'est pas quelque chose que j'utilise, mais je voulais montrer ça à l'écran, tant pis ça marche pas. Pour rappel, en fait quand on le branche et qu'on le met l'iPhone à l'horizontale, en mode paysage, on a ce mode stand-by qui affiche l'heure et éventuellement un ou deux widgets, j'ai de la météo par exemple, donc pour avoir une sorte de... Donc ça s'éteint jamais, c'est pour ça en fait faudrait que je le branche pour le voir, pour faire une sorte de radio réveil quoi. De radio réveil, bonjour les années 80. Je pensais plutôt, je trouve plus mon mot, mais voilà, pour avoir quelque chose qui s'affiche en permanence. Et donc, visiblement, ce serait plus efficace et peut-être plus utile sur un appareil qui, justement, serait branché, ou en tout cas, alors, il parle d'une batterie. Je pense que c'est aussi pour pouvoir transporter de la musique avec soi, quand ceux qui ont la chance d'avoir un balcon, une terrasse, ils peuvent partir avec pour écouter de la musique. Et puis voilà. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, effectivement, il y a la référence au centre de contrôle. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Ce mode de stand-by s'est apparu avec iOS 17. Donc, on peut mettre l'iPhone en mode paysage quand il est branché pour faire radio réveil, comme tu as dit. Et puis, dans iOS 18, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, il y a le nouveau centre de contrôle qui permet d'ajouter des petits modules de contrôle rapide. Et effectivement, il y a même une page par défaut qui est réservée aux objets connectés de la maison. Et donc, on voit évidemment ça très bien sur un appareil comme celui-là. Je persiste à penser que, du coup, 6 pouces, c'est vraiment petit. Enfin, on rappelle que l'écran, les iPhones tout court, c'est 6,1 pouces. Les iPhone Pro, c'est 6,3 maintenant. Et l'iPhone Plus ou Max, c'est 6,7 ou 6,9. Ça ferait bizarre d'avoir quelque chose qui soit plus petit que ça. Donc, il faut imaginer une sorte donc d'iPhone 16 ou 16 Pro qui serait mélangé à un iPod mini. Un HomePod mini, pardon. Ouais, c'est ça. Un HomePod mini. Bon, ouais. On va demander à l'IA de faire l'image, tiens, d'ailleurs. Alors, c'est la taille d'une carte postale. Ouais. Bon, alors, tout ça, c'est bien gentil, mais Google et Amazon font déjà des produits du même genre. Je ne vais pas dire pareil, mais en tout cas, ils occupent déjà le terrain et bien avec des produits pas chers. Je pense à la gamme Echo chez Amazon, Echo Show, et au Nest Hub de Google. Est-ce qu'Apple se dirige pas vers un nouveau ratage en fait en allant sur ce terrain-là? Ça rejoint presque le sujet de la télé qu'on va aborder pour le bonus Patreon tout à l'heure. Mais est-ce que c'est pas une fausse bonne idée? Au prix où Apple va sans doute le positionner. C'est ça le fond de mon inquiétude. Alors, mon premier mouvement quand j'ai vu l'iPod, le premier, je dis waouh, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de faire sur ce marché? Tu veux dire le HomePod? Non, l'iPod, le premier, en 2001, bon. Je me suis dit, ça va faire un truc de niche, ça va jamais marcher. Ah bon? Et ça va être une super idée, un truc dont les gens seront ceux qui l'auront acheté seront raides dingues, mais ça atteindra jamais la maturité du marché. Ça va faire comme le Newton. Ils vont être obligés d'arrêter. Ils vont inventer une nouvelle classe d'appareils et ils vont se faire souffler. Donc, je ne me risque plus jamais depuis ce moment-là à prédire quelconque destin, une nouveauté chez Apple. Il y a 2 trucs. Dis celui qui a fait un bouquin dessus. Pardon. Je l'ai retenu. Oui, mais... après coup, justement, parce que j'avais été... J'y croyais pas, mais j'ai fait un bouquin dessus.
Au départ, j'y croyais pas. C'était intellectuellement Pas mal. assez stimulant, quoi. Pas mal. Et là, je vais faire plaisir à Fabrice. Je me suis dit, quand j'étais très naïf, je me suis dit, quand ils ont arrêté il y a 2, 3, 4 ans d'implémenter dans iPadOS les capacités de contrôle justement de iHome, pas de iHome, mais de la maison connectée. Smart home. Je me suis dit, tiens, ils font de la place à leur écosystème et ils se retirent, c'est bien. Et en fait, non, c'est qu'ils préparaient le terrain pour leur propre device avec une proposition plus mature. Ouais, mais Gurman le dit d'ailleurs, même sans sortir de l'environnement Apple, il dit vous achetez un iPad entrée de gamme et un support mural chez Amazon, et quelque part vous avez déjà un centre de contrôle domotique, quoi. Non, il n'y a pas il y a plus les capacités dans iPadOS. Ou alors il faut utiliser les différentes applications qui sont les différentes apps qui sont proposées par les équipementiers chez qui vous avez acheté votre caméra, votre contrôle. C'est deux choses en fait. C'est-à-dire qu'en plus dans cet appareil, on n'est pas sûr qu'il y ait un App Store justement. Il y aurait peut-être que les applications Apple. En fait, ça pose tout un tas de questions. Déjà, je vais remettre à l'écran le commentaire d'eFanboy qui parle de « on a déjà l'iPhone au creux de la main, ça fait doublon, donc non ». Alors après, c'est différent parce qu'un des soucis de la maison connectée, quand on est celui qui crée la maison connectée et on contrôle tout avec son iPhone, c'est bien, mais quand on a des gens qui viennent à la maison, ils peuvent ni allumer ni éteindre les lumières. C'est juste. C'est très énervant. C'est juste. Donc c'est bien, c'est mieux dans ces cas-là, par exemple, d'avoir des contacteurs là à l'entrée des pièces, des interrupteurs, pour que on puisse au moins le faire à la main. Ouais. Voilà. Et puis que voilà. Non. Et puis il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'application sur ce, alors moi c'est marrant, le HomePad ça me va pas. Je penserais plutôt à Home Hub, qui se prononce pas bien en français, mais Hub ça veut dire central en fait. Donc ce serait effectivement un produit pour gérer sa maison de manière centralisée. Mais s'il n'y a pas d'application et que ça ne fonctionne qu'avec HomeKit, Gilles a raison, parce que du coup, Apple a quand même un peu abandonné le marché, et donc on ne peut pas acheter des ampoules Apple, on ne peut pas acheter des caméras Apple, etc. Et donc c'est compatible HomeKit, mais est-ce que ça fonctionnerait, ça serait suffisant pour l'application Apple Home Maison? C'est pas sûr. Et puis, moi je trouve qu'il y a, pour reprendre une expression que j'aime bien en anglais, mais en français, l'éléphant dans la pièce, c'est Siri. C'est-à-dire que tu parlais de la gamme Echo Show, Benjamin, tout à l'heure, et puis Google a aussi des Google Home qu'on contrôle à la voix avec Alexa ou Google Hey machin. Et eux, ils répondent, ils te comprennent. Et aujourd'hui, Siri, non. Alors, il va vraiment falloir qu'ils nous fassent beaucoup, beaucoup de démonstrations pour nous dire, voilà, un produit. Alors oui, il y a un écran, c'est plus pratique que la voix dans plein de moments, même avec un appareil, un service vocal qui te comprend. Mais franchement, là, le nouveau Siri, il se fait attendre et est vraiment désiré pour qu'on puisse commander ça. Il y a un sujet marrant, c'est effectivement le choix potentiel du nom. On va considérer que ce produit va arriver, hein, parce que Gurman a l'air très sûr de lui, donc sans doute au mois de mars. Quel nom vous imaginez pour ce nouveau produit, donc cette nouvelle catégorie de produits? Fabrice, tu as avancé une proposition qui est donc Home Hub. Gilles, comment tu l'appellerais toi cet appareil? Dites-nous dans le chat si vous avez une idée, une meilleure idée que Fabrice surtout. Gilles? Il y a deux choses. Il y a l'écosystème Apple. Apple Home? Non, HomeKit. C'est pareil, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Apple Home. Ouais. Et puis, il y a un protocole au-dessus qui est compatible avec le reste du monde, qui est Matter. Il y a là aussi... j'ai cru que c'était avec l'arrivée de Matter que
Apple avait décidé de faire un pas de côté et de se décentrer, quoi. Mais je pense que ça joue, et ce sera évidemment Matter, ça marchera avec les appareils compatibles Matter, évidemment. Oui, mais comment est-ce qu'ils vont se positionner Alors, c'est quoi ta avec réponse Works with Il en a pas. Je mettrai... J'en ai une autre. Tu m'as pris de court et j'y réfléchirai, mais... Non, mais on voit beaucoup le nom HomePad tourner là, dans les titres, notamment des sites web américains. C'est possible. Il n'est pas impossible non plus qu'ils nous surprennent. Alors Frédéric, Stéphanie vote HomePad. Fred Tesson vote HomePod, mais Fred, ça existe déjà. Bah oui, mais HomePod, on en a déjà. Bah oui, déjà. Alors il y en a qui parlent de HomePod en disant le HomePod tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le gros HomePod mini, pour simplifier, disparaîtrait. Donc du coup, pour devenir le HomePod avec cet écran. On n'est pas à l'abri d'un HomePod Plus, les enfants. Je trouverais ça naze, mais on n'est pas à l'abri. Moi, je verrais bien peut-être le Apple Pod ou le Apple... Mais non, c'est un pad. C'est pas un pod. Alors, Apple Pad, Apple Pad, peut-être. Parce que le pod, c'est un pied. Bah, c'est un pied. Non, c'est un haut-parleur. C'est d'abord un haut-parleur, en fait, avec Siri dedans. Non, mais c'est une tablette. Non, mais c'est toute la question. Est-ce que c'est une tablette avec un haut-parleur ou un haut-parleur avec une tablette? Non, en principe, il y a un haut-parleur. On est d'accord sur lequel on peut le poser. Mais on est d'accord que c'est pas présenté comme un appareil audio. Enfin, l'idée, c'est pas d'avoir un truc qui fait du bon son. C'est d'avoir une tour de contrôle domotique, surtout. Dans laquelle il y a aussi une enceinte. Oui, répondre à la sonnette. Oui, mais c'est pas pour... les enceintes, elles sont plus pour... faire de l'interphone de pièce à pièce si on a une grande maison avec ses enfants qui ont des HomePod mini dans leur chambre, ce genre de choses, mais c'est pas un appareil audiophile ou pour écouter de la grande musique, c'est pas du tout l'idée, quoi. Et vous la voyez, la présentation, où il y aurait quelqu'un qui dirait, alors aujourd'hui on va présenter 3 appareils, un nouveau haut-parleur, une nouvelle tablette et un nouveau centre de contrôle. Oui. Voilà. Et en fait, ce n'est pas 3 appareils, c'est un appareil et ça s'appelle... Et tu as tout à fait raison. Ça s'appelle le Rio. Voilà, je pense qu'ils vont nous refaire ça et qui s'appelle le Rio Home Hub. Moi, je vous le dis. Bon, vous n'êtes pas très inspiré dans le chat. Ah si, pardon. Ça c'était pas... Si, il faut faire défiler. Alors, HomePod Max, HomePod Ultra, oui, ça va. Fred, alors non, parce que le HomePod Ultra, si c'est HomePod, ce sera la version d'après, qui aura encore un plus grand écran, qui sera encore plus mieux. À Rodolphe, le Control Home, pas mal, ouais. 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 Alors il y a Fred de Stéphanie qui rappelle. Alors il se trouve que j'ai visité son installation. Il a une installation de l'objet connecté complètement dingue. Et effectivement, il a un iPad au mur où il peut connecter. Si tu veux bien, tu vas peut-être nous le lire, mais il a au moins plusieurs dizaines d'appareils connectés qui peut contrôler depuis son téléphone et depuis la tablette au mur, etc. Il s'y connaît. Mais on veut un petit reportage ou il faut que tu viennes dans iWeek, Frédéric? C'est prévu. Ah, bah voilà. Voilà une bonne chose. Bon, en tout cas, il y a plein de possibilités pour le nom. La probabilité, elle est... 120 produits. Élevée. Ah oui, 120 produits quand même, ouais. iHome, dit Philippe, voilà. Ça existe déjà, je crois. Hein. Je crois que c'est déposé. C'est une marque. C'est vrai. Bon, après, ils peuvent la racheter. Hein. Mais ça n'a jamais étouffé Apple. Ils ont toujours... Bon, Frédéric, on prend date. Le plaisir sera partagé. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à 7 heures, en tout cas, sur ce projet
HomePad, allez, moi on va l'appeler comme ça parce que c'est un nom de code en tout cas qui est communément utilisé, donc on va l'appeler comme ça pour l'instant, au moins pour se comprendre. On va évidemment en reparler cet hiver et jusqu'au mois de mars si son lancement se confirme pour le printemps. Un petit rappel, parce que c'est important, je vous l'ai dit au début de cet épisode, mais le Black Friday arrive et nous, le Black Friday, c'est le moment où on paye nos licences logicielles 2 fois moins cher. Donc c'est au moment où on les renouvelle. On a besoin de votre aide, de votre soutien pour faire ces achats dans 10 jours. Voilà, ça nous permet de repartir pour une année, c'est important. Et vous le savez, le moyen le plus simple de nous aider, c'est d'aller sur patreon.com/iWeek, de choisir de nous soutenir pour quelques euros par mois. Ça vous permet d'entrer dans le cercle de nos soutiens, de notre communauté. Vous avez accès aux bonus hebdo exclusifs. Et puis, vous aurez accès le premier mardi du mois prochain, donc le 3 décembre, dans 15 jours, à cet iWeek interactif pour lequel vous recevrez un lien très spécial qui vous permettra de faire toc-toc et de participer, si vous le souhaitez, en visio à l'enregistrement pour nous poser des questions, pour échanger sur un sujet qui vous parle particulièrement, ou alors simplement pour qu'on fasse connaissance. Et ça a déjà été l'occasion pour plusieurs d'entre vous d'en profiter ces 2 derniers mois, donc on espère que vous serez nombreux pour l'épisode interactif du 3 décembre. L'info de la semaine, alors moi c'est un épisode de podcast qui m'a vraiment surpris. D'ailleurs, on va en écouter un extrait. 2 invités éminents d'Apple viennent parler beaucoup de composants, puisque le podcast s'appelle The Circuit et il s'intéresse principalement à la partie design hardware de nos appareils. Et au détour de cette discussion, les 2 invités d'Apple expliquent dans quelles circonstances et à quel moment le projet Apple Intelligence a été lancé. Alors on a beaucoup dit qu'Apple était en retard et s'était un petit peu réveillé il y a 1 an, voire moins. Eh bien, selon eux, ça date de 2017. On les écoute et on va en discuter. I think, you highlighted, we introduced the Neural Engine back in 2017. And why did we do that? Nobody was talking about AI at that tight integration level before. And really, I think where we started on this journey was through computational photography. We obsess about possibilities in improving our image quality for the cameras for our iPhone. And we have lots of different tools that we can use both in the camera module side and our software side. But this computational photography really started to show promise and take off around 2012, when I think some of the research was demonstrating that, hey, image processing, image recognition, these tools were actually getting better than humans with regard to their ability to kind of recognize, classify imaging. So we jumped in quickly on that and demonstrated that. We shipped an integrated version of this with our camera processor, our ISP, for a few years, but then we realized, this is probably something that warrants pulling it out and making it a standalone block. And this was the advent of the Neural Engine. And so we introduced it in 2017, but another interesting thing happened in 2017. That was the paper that got published, Attention is All That Matters. This was a paper that sort of led to the transformer networks. Now, go back. This is 2017. The paper got published. Now, in the fall of 2022, the world became aware of the power of these new networks. Well, my team was paying attention. They were reading the paper back in 2017, and they were like, holy mackerel, this stuff looks like it might be interesting. We need to make sure we can do this. And so we started working on re-architecting our Neural Engine the minute we started shipping it, so that by 2020, when we released M1 into the Apple Silicon transition, we were in a position to be able to run these networks. Now, what did that mean? Well, that meant that we, as we introduced Apple Intelligence, we can commit to say we can do that on all the Macs running Apple Silicon, because M1, we had the foresight to be able to look, and we're paying attention to the trends and introduce it, knowing that silicon takes time, to get it in there.
Voilà donc cet extrait de l'épisode 94 du podcast The Circuit de Ben Badjarin et Jay Goldberg avec donc ces deux executives, comme on dit de chez Apple, Tom Boger et Tim Milley, qu'on a l'habitude désormais de voir dans les vidéos des keynote Apple. Je veux pas entonner encore une fois enfiler les oripeaux puants du type qui dit « je vous l'avais bien dit », mais au tout départ, quand on a eu cette discussion d'Apple est en retard, Eli, qu'on embrasse, était très très inquiet et tout le monde disait ils sont en retard. Et puis je vous ai dit que en fait ils travaillaient en sous-main sur des petites briques qu'on commençait à voir apparaître avec justement la photo, etc. Et qu'il n'était pas impossible qu'on ait quelque chose de plus abouti qui arrive ensuite. Et ça, comme d'habitude chez Apple, ça a l'air d'être passé par des petites briques qu'ils avaient, sur lesquelles ils avaient réfléchi au départ. Ils avaient commencé à travailler. Et quand arrive quelque chose sur le radar qu'ils n'avaient pas prévu, ils utilisent ces briques-là pour faire quelque chose à leur sauce. Je ne vais pas reparler encore de l'iPod, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec le FireWire. Alors juste pour revenir sur cet extrait de The Circuit qu'on a écouté, Gilles, en fait l'idée c'est qu'en 2017, l'équipe chez Apple qui s'occupait du design des processeurs a été alerté, enfin en tout cas a eu l'attention alertée par un article qui parlait des évolutions les plus récentes des réseaux neuronaux, sachant qu'Apple avait déjà lancé le développement des puces destinées à l'iPhone qui comprenait déjà un Neural Engine, enfin le terme m'échappe. C'est comme ça en français, ils appellent ça Neural Engine aussi. Ouais, c'est ça, voilà. Des puces d'intelligence artificielle. Voilà. Mais en fait, donc, on est en 2017 et l'idée, c'est d'être prêt en 2020 avec le M1 qui va évoluer entre 2017 et 2020 pour suivre cette nouvelle tendance et ce nouveau besoin de réseaux neuronaux que va nécessiter l'intelligence artificielle, ce qui fait que dès 2020, la puce M1 est capable de faire de l'intelligence artificielle. En tout cas, selon les normes d'Apple Intelligence qui est sur le point d'arriver. Et donc, pour contrer cette idée reçue selon laquelle Apple s'est réveillé très tard et que ça explique la situation dans laquelle d'attente on est tous, pour contrer cette idée reçue, eux datent le début de leurs travaux de 2017, c'est-à-dire il y a 7 ans. Est-ce que ça vous convainc comme explication ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une forme d'opération de communication pour rectifier le sentiment général sur l'anticipation par Apple de ce qu'est l'IA? Alors, moi, j'aurais envie de dire un peu des deux. C'est-à-dire que ma première réaction, mais parce que je suis un peu cynique, c'est que c'est opération aviron. C'est-à-dire qu'il faut ramer pour rattraper le bateau des Transformers. On rappelle dans le GPT, le T de GPT, c'est Transformers. C'est un modèle qui est en fait sorti des labos de chez Google. Et ils font référence à ce papier de 2017 qui parle des Transformers. Et un des deux qui dit bon Dieu de bois, ça a l'air intéressant ce truc-là, il faut qu'on fasse quelque chose. Très bien. Après, je suis totalement d'accord avec Gilles, et on l'a rappelé plusieurs fois ici, c'est que ça fait des années que Apple fait de l'intelligence artificielle. Ils appelaient ça machine learning. Ils ont mis ça effectivement dans les puces à partir de l'iPhone 10. Il y avait 2 cœurs de Neural Engine à l'époque pour faire du traitement de photos, etc., pour améliorer le HDR et toutes ces sortes de choses. Donc l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle chez Apple.
En revanche, l'utilisation des transformers style GPT, donc de l'IA générative, là, visiblement, ils étaient sur le coup. Évidemment, je pense que toutes les grosses boîtes étaient sur le coup de l'IA générative. Mais ils se sont fait dépasser avec la sortie d'il y a quasiment tout juste 2 ans maintenant de ChatGPT 3.5 qui a tout mis par terre de OpenAI. Ça fait 2 ans maintenant. Même pas, ça fera 2 ans dans 8 jours. Ouais. 10 jours. Dans 8 jours. Cool. Donc... mais ce qui est étonnant, c'est que ça fait que 2 ans et ça fait déjà 2 ans. C'est-à-dire que ça a tellement changé tout que là, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire qu'ils ont été pris de court, pas forcément dans leur recherche, mais dans leur capacité à sortir des produits et du logiciel qui soient capables d'en tirer parti. Alors, est-ce que... D'autant que... Pardon, Gilles, juste pour terminer là, parce que là où je crie un peu en disant, bon, il se rattrape un peu aux branches, c'est que il tourne l'histoire en disant, c'est pour ça qu'on est capable de dire aujourd'hui que le M1 est capable de faire tourner Apple Intelligence, donc même des machines qui ont 4 ans d'âge peuvent faire tourner Apple Intelligence, regardez comme on a prévu le coup. Sauf que ces machines n'ont que 8 gigas, alors ça suffit, mais enfin ils ont dû un peu ramer encore, pardon, je réutilise l'expression, mais pour faire rentrer les outils d'Apple Intelligence dedans. Et puis les outils d'IA, il y a les Neural Engines, et puis, mais surtout ça tourne sur des cartes graphiques. Donc on peut faire tourner des outils d'IA sur n'importe quoi, y compris sur des processeurs Intel qui n'ont pas de processeur graphique. C'est une histoire de langage informatique. C'est plus efficace sur des puces qui sont faites exprès. Enfin, donc ils ont des puces qui sont capables de faire de l'IA. Ça, c'est très, très vrai. Est-ce qu'ils avaient vraiment prévu en 2017 de faire des M1 qui soient... Et puis Apple Intelligence, c'est ce qui... Ils le disent pas, mais c'est ce qui est sous-entendu. Ça, j'ai plus de mal à y croire, en fait. Il y a un truc, c'est que c'est pas la même démarche. Encore une fois, c'est pas la même façon d'arriver au même résultat et avec cette antienne là qui est là depuis l'histoire de l'informatique, c'est la problématique du client-serveur. Apple est parti sur une démarche de faire tourner au maximum son intelligence sur le client, c'est-à-dire l'objet qui est devant l'utilisateur, son iPhone, son iPad ou son Mac, alors que Google et ChatGPT font fabriquer l'essentiel de la réponse par des gros serveurs qui fonctionnent sur des cartes vidéo. Tu as très bien rappelé Fabrice. Or, elles sont pas faites pour ça, même si on peut l'utiliser pour ça. Ça a été une façon pour les brokers qui faisaient du data mining de rentabiliser un peu leurs machines qui coûtaient des fortunes et qui consommaient des quantités invraisemblables d'énergie. Apple a pris une autre démarche en faisant fabriquer et en concevant des puces beaucoup plus vertueuses qui étaient conçues pour ça et puis qui fonctionnaient au plus près de l'utilisateur avec une préservation des données personnelles. C'est pas du pillage comme on peut avoir chez Google ou chez ChatGPT qui consomme, qui ne fonctionne que sur la prédation des données personnelles et des données générées par l'ensemble de la communauté qui est connectée. Bon, moi en tout cas, je suis un petit peu méfiant. Enfin, je suis pas totalement convaincu par cette explication. Et c'est pas, je trouve que le fait que donc ces deux responsables d'Apple, Tom Boger et Tim Milley, qu'on a vu dans les dernières vidéos de keynote, participent à ce podcast très spécialisé quand même, podcast bimensuel
Voilà, ils sont presque envoyés de la même manière. Ça me rappelle un petit peu l'interview de Craig Federighi avec Joanna Stern du Wall Street Journal il y a quelques semaines, pour justifier le retard d'Apple Intelligence, le fait que ça allait s'étaler sur des mois, des années, voire peut-être des décennies. C'était quand même limite drôle de dire ça. Voilà. Bon, en tout cas, vous faites votre propre idée. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous croyez Apple ou pas sur ces 7 ans écoulés depuis que le projet Apple Intelligence aurait été lancé. Et je vous renvoie évidemment à l'épisode 94 de The Circuit de Ben Badjarin et Jay Goldberg. Bon, et puisqu'on parle composants, réseaux neuronaux, processeurs, etc., la transition, elle est toute trouvée avec les premiers tests de performance de la puce M4 Max. On va dans un instant dire un mot des comparaisons avec les GPU de chez Nvidia, qui sont un peu la référence du moment. Apple s'en sort pas trop mal, mais d'abord les premiers tests du MacBook Pro M4 Max. Alors on parlait la semaine dernière, Gilles, de ton MacBook Pro à toi, qui est un M4 Pro. C'est vrai qu'on attendait de savoir si le M4 Max tenait ses promesses, Fabrice. Les résultats sont plutôt bons, et MKBHD, le YouTuber américain, qui essaye de revenir à une vie normale, on va dire, confirme qu'en gros, le M4 Max va 2 fois plus vite que le M1 Max d'il y a 3 ans, qui a été pour beaucoup la génération de puces Apple Silicon par laquelle tout a commencé. Alors oui, pour lui, son exemple, c'est vraiment ça, c'est que depuis donc M1, donc il a pris un M1 Max en MacBook Pro, y compris donc pour sa machine personnelle, qu'il utilise parce qu'on sait qu'il voyage, il se balade et qu'il va sur les différents événements, et souvent il fait des montages vidéo sur place, et donc il était très content d'avoir une machine qui dépotait beaucoup. Et puis, au fur et à mesure des générations, M2 puis M3, sa conclusion, c'était toujours de dire, bon, finalement, mon M1 Max, il va très bien, ça va un peu plus vite, mais ça justifie pas. Voilà. Et là, il dit, il y a 2 choses. Il y a la puissance, c'est-à-dire qu'il part des tests synthétiques, comme on dit, comme Geekbench et les autres, en disant ça a l'air de montrer que ça va très vite, mais alors dans mon usage véritable, comment ça se passe? Et il parle, et comme tous les autres youtubeurs font par exemple, de tests de compression vidéo, de sortie vidéo après un montage, que ce soit dans Final Cut ou DaVinci ou Premiere, ça va 2 fois plus vite, quoi. Il n'y a rien à faire, ça va 2 fois plus vite. Et ce qui était marrant, j'ai pas vu toutes les vidéos, mais j'ai vu celle de MKBHD, et il termine en disant, bon, alors déjà pour la vitesse, vous pouvez y aller, mais en plus, il y a l'option écran nano texturé, et ça, c'est une tuerie, et donc ça aussi, rien que pour ça, il faut y aller. C'est-à-dire que, et on voit dans les vidéos tous, ils font des tests en mettant des flashs dessus, etc. Ils sont tous bouche bée devant cet écran nano texturé qui coûte 130 € de plus, on rappelle, en France, ou 115, je sais plus. Ça doit être 115 parce que c'est la moitié de 230 qui est l'unité de calcul. C'est plus que ça, non? C'est pas 170 ou... Ouais, je crois. Hein. Ah bon, on va vérifier ça aussi dans le chat, vous avez ça, parce que là je me rappelle plus. Enfin bon, c'était la cerise sur le gâteau qui fait sourire, c'est-à-dire que voilà. Donc et je trouve que ça confirme aussi un truc, c'est que certains se plaignent dans les présentations d'Apple qui font des comparaisons de gains de vitesse avec les derniers Mac à puce Intel. Et ça a du sens en fait, parce que quand même, tous autant que nous sommes, on ne change pas nos Mac tous les ans. Gilles en est un bel exemple. Et donc en passant de...
170, merci. En passant d'un processeur Intel à un M4 Pro comme il a fait, il a un gain de puissance absolument extraordinaire qui est au quotidien formidable. C'est-à-dire que on n'a pas tous besoin de faire de la compression vidéo, mais simplement le lancement des applis, enfin tout le reste, tout ce qu'on dit depuis les puces M en fait. Et il y a quand même encore une bonne partie de marché qui utilise des Mac à processeur Intel, et ça a du sens de parler de ça. Donc il y a un vrai bond entre le M1 et le M4. Et ce qui correspond au fait, c'est très bien. On attend 3-4 générations et on a un Mac tout neuf qui est de la bombe, et c'est chouette. Ouais. Après, ce que je trouve toujours difficile dans les tests de performance, c'est que en fait, c'est pas très parlant. 1,3 fois ou 1,7 fois. Là où ça devient intéressant, notamment dans le test de MKBHD, c'est quand il est dans du rendu vidéo, par exemple. Alors, ça concerne des activités très, très spécifiques. Si vous faites que de la bureautique, de l'internet, du mail, etc. Et évidemment que même le M1 suffit largement, évidemment. Mais sur un export de vidéo en 4K, par exemple, parce que j'imagine que c'est ce qu'il a fait, si c'est peut-être au-dessus en résolution. C'est peut-être du 8. Lui, il travaille en 8K maintenant. Oui. Ouais, l'export avec son MacBook Pro M1 Max. Avec 64 Go de mémoire, prend quasiment 40 minutes de mémoire dans sa vidéo, et avec le modèle M4 Max qui lui a 128 Go quand même, donc il a vraiment récupéré le top du top. C'est effectivement, c'est plus 40 minutes, c'est 21 ou 22 minutes. Donc là, on voit tout de suite la différence, c'est-à-dire que sur juste cet export-là, il gagne presque 20 minutes. Ça multiplié par le nombre de vidéos, par le nombre d'exports, etc., c'est des journées et des journées entières de gagner en fait. Et comme le temps c'est de l'argent, c'est des machines pro pour être productif, donc ce temps-là il a beaucoup de valeur. Donc c'est ça qui compte en fait sur ces Macs-là, qu'on n'achète pas sauf exception pour se faire juste plaisir et faire du Safari, quoi. Voilà, donc c'est sur ces tests-là, et évidemment sur de la 3D, sur du Xcode avec de la compilation de code pour créer des apps, etc. Je suis sûr que Florent Morin, Clément Sauvage ou Baptiste Dajon nous diraient que c'est un gain de temps énorme de diviser par 2 le temps que ça prend, parce que à chaque fois qu'on veut créer une build, etc., on lance la création de la fabrication du projet d'app, et puis si elle est très complexe, si elle est très grosse, ça prend du temps. Et donc si ça en prend 2 fois moins, alors on a 2 fois moins de temps pour aller prendre un café, c'est sûr, mais en même temps, ça permet d'être plus productif et d'être plus efficace. Donc c'est là où ça va se jouer en fait. Bon, est-ce que il y a autre chose quand même. Je trouve aussi que c'est la gamme M4 au total qui est vraiment qui a l'air de marquer un vrai gain. Ouais. Parce que je voudrais rappeler un truc, c'est que M4 Pro, M4 Max, et puis M4 Ultra s'il sort, partagent quand même une chose. Ils ont toutes ces puces ont une chose en commun, c'est la vitesse en monocœur. Et toutes ont la même chose. Ouais. C'est pour ça que, à l'extrême inverse, un Mac Mini M4 aujourd'hui, c'est une machine, on en a déjà parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, au rapport qualité-prix quasi imbattable, parce que on n'a pas tous besoin de 36 cœurs, de 128 Go, etc. Mais on prend une machine qui coûte 700 €, qui a 16 Go de RAM. Merci mon Dieu, j'ai envie de dire, enfin, je rappelle. Et puis un M4 qui a 10 cœurs dans le cas du Mac Mini. Donc c'est une bombe. Pour 700 €, c'est une bombe. Voilà. Donc avec un Geekbench à près de 4000 points en monocœur pour le M4, c'est la première fois qu'une machine arrive à ce niveau-là. Donc il n'y a jamais eu de meilleur moment pour acheter un Mac, quoi, si j'ai envie de dire. Ouais. Faut toujours se garder des phrases. Il n'y a jamais eu j'entends bien, mais je veux dire par là que c'est vraiment une excellente période. Et je finirai par m'excuser auprès de Didier qui a mis dans le chat
et c'est maintenant que tu parles du nano texturé, mon MacBook est commandé. Écoute, je suis vraiment désolé, mais j'avais pas vu les tests avant des autres avant d'en parler, et je l'ai pas vu moi-même, donc je ne peux que rapporter ce que j'ai vu des autres. C'est vrai. Alors, je compatis. En même temps, un achat est encore annulable et remboursable, et voilà. Donc, il y a sans doute moyen de s'arranger si tu changes d'avis. Donc, il n'est pas complètement trop tard. Ça me prend juste un petit peu plus de temps. J'ai juste une réserve, moi, sur l'option nano texturé, c'est que le nettoyage de l'écran est beaucoup plus délicat. Ça ne peut se faire qu'avec la chiffonnette Apple, en vérifiant qu'on a d'ailleurs le bon modèle, parce que je crois qu'elle a légèrement évolué pour les nouveaux écrans, donc il vaut mieux acheter la toute nouvelle, voilà. Et moi j'ai un peu peur de ça en fait, c'est de faire une bêtise, une connerie, pour être clair, un jour où j'oublie que c'est un écran particulier et où j'ai juste une chamoisette d'étui à lunettes de vue à côté de moi pour nettoyer mon écran. Voilà. Je crois c'est clairement un truc qu'il faut éviter. C'est vraiment fragile. Et puis quelqu'un dans ton entourage qui veut te faire plaisir, ou qui veut bien faire et qui te ruine. Oui. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe quand on frotte un écran nano texturé avec une chamoisette ou un t-shirt, enfin oui, avec je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, le truc qu'on fait un peu à l'arrache parfois. Alors, bon, enfin, et je pense qu'on verra à l'usage, et donc c'est peut-être pour ça que Didier, tu peux... Tu passeras peut-être au nano texturé sur le M7 ou le M8 quand tu changeras celui-là. Et non, il propose de le laver au Karcher. Donc non, je pense que vaudrait mieux éviter, se retenir. Mais il y a deux types d'écrans nano texturés. Il y a celui qui d'abord été fait sur les grands écrans Pro XDR et qui lui est très fragile, et c'est à peine s'il faut le regarder si on veut pas l'abîmer, ce qui pour un écran est embêtant. Surtout à ce prix-là. Mais il y a aussi, tu as aussi le nano texturé sur l'iPad Pro, qui est donc fait pour être touché avec le doigt. Et je pense que c'est quand même plutôt celui-là, ce mode de nanotexturage qui est fait qui est utilisé pour le MacBook Pro. Donc je suppose que c'est un peu plus résistant pour ça, et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut... Alors toi tu dis chamoisette, moi je dis chamoisine, mais finalement il faut dire chiffonnette, puisqu'il faut le bon modèle. C'est quand même terrible, il faut aussi le bon modèle de chiffonnette. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, bonne pioche si vous êtes tenté, si vous avez besoin de la puissance max en choisissant un modèle M4 Max. Voilà, 16 pouces obligatoire. Vous pariez sur le bon cheval. Pourquoi obligatoire ? Pour le Max, je crois bien que c'est... Non. Sûr ? Ah oui. Ah oui, tu as raison. Non. Aucune obligation. Oui, je dis une bêtise. Non, il n'y a pas d'obligation. Je peux te déposer la question. Ouais. Il me fait douter maintenant. Non, c'est Benjamin qui a raison. Non, il n'y a absolument pas d'obligation. Il y a un autre point de repère qui est quand même intéressant, c'est ces tests spécifiques sur la partie GPU avec comparaison par rapport aux puces de chez Nvidia qui pour le coup sont vraiment la référence du moment. Le M4 Max n'est pas le plus puissant des processeurs sur la partie GPU, mais il est très bon. C'est-à-dire qu'il est pas meilleur que les meilleurs, il est juste en dessous, voilà, pour simplifier, avec un score moyen de 5208 dans les tests donc sous Blender, les tests de GPU sous Blender. Alors, on va pas aller trop dans la technique, mais donc ils sont très bons, et surtout ils sont très bons en offrant un système de refroidissement
et une architecture en gros qui fait qu'ils sont beaucoup plus pratiques à utiliser parce que ça devient pas des fers à repasser quand ils se mettent à carburer, quoi. Contrairement à d'autres puces. Donc on va dire que le rapport entre la puissance et le confort, la consommation, dégagement de chaleur, voilà, la dissipation de chaleur, etc., est excellent. Oui, non, c'est vraiment des puces très efficaces. Alors, je voudrais juste revenir, je suis sur l'Apple Store, MacBook Pro, 14 pouces, et quand je tape sur M4 Max, eh ben je tombe sur... Non, tu as raison, non, j'ai rien dit, donc tu pourras couper ça, voilà. Non, mais c'est plus drôle de le laisser. Non, bon, alors je vais dire ce que j'ai lu en fait, et je viens de comprendre. J'ai lu 16, mais en fait c'était 16 cœurs de Neural Engine, et j'ai pensé que c'était 16 pouces. C'est bon. Donc tu peux lasser, tu peux laisser, pardon, voilà. J'ai dit une bêtise, j'assume. Pour l'efficacité de l'encodage, pendant que vous marrez comme des baleines, il faut signaler qu'il y a mais 2 encodeurs vidéo et 2 encodeurs audio dans la version Max par rapport à la version Pro. Oui, mais c'est encore plus mieux. Oui, mais ça explique l'efficacité pour un rapport poids-puissance, enfin dégagement de chaleur, pour une efficacité énergétique beaucoup plus maîtrisée. Voilà. C'est exact. On va passer à nos coups de cœur, à nos cartons de la semaine. Gilles, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Oui. DxO Puro 4 vient d'intégrer le nouvel encodeur de dématrissage et de développement RAW, et je vous propose de faire une petite démo si vous voulez. On n'a pas le temps. C'est-à-dire ? Je vais prendre un fichier en 3 coups de cuillère à peau. Je vais vous montrer ce que ça donne en partageant mon écran. Oh là là, alors attention. J'adore l'impro façon Gilles, là, sans prévenir. Sans filet. Nous, on était au courant de rien. Et alors, est-ce que tu as, par exemple, donné à ton navigateur le droit de partager l'écran ? Parce que si tu n'as pas fait ça avant, il va falloir que tu redémarres le navigateur et donc que tu quittes l'appel. Si c'est le cas, je propose qu'on fasse ça la semaine prochaine. Alors, on fera ça la semaine prochaine. Merci pour lui. J'en étais sûr. Bon, je veux bien que tu fasses une fin, en revanche, parce que comme je vais devoir couper ce petit bout-là, voilà. Oui. Merci, Gilles. Et donc... DxO Puro intègre le nouveau... Oui, Fabrice. Le nouveau moteur de dématrissage qui était déjà sur Photolab 8 et va vous permettre de... Si vous utilisez... c'est difficile, avec deux rigolos pareils. Si vous utilisez Photoshop ou Lightroom, vous allez générer un fichier DNG complètement nickel, sans problème d'artefacts, etc., que vous allez pouvoir travailler comme vous voulez, de façon beaucoup plus efficace que ne l'aurait fait Adobe Camera Raw. Ok, écoute, alors tu peux nous proposer un test dans un prochain épisode pour lequel tu partageras ton écran avec grand plaisir, Gilles. Ce sera avec plaisir, effectivement. Super. Fabrice, est-ce que tu as un coup de cœur ou un carton à nous proposer ? Un petit coup de cœur pour la Kindle de base, donc la liseuse de Kindle. Moi, je suis un adepte de la liseuse électronique, comme chacun sait, je pense. J'ai eu l'occasion de tester des modèles de la nouvelle gamme. Pour l'instant, donc la Kindle Paperwhite, j'ai fait un article qui est paru sur comment ça marche. Et puis aussi donc la liseuse de base que je tiens à la main là pour nos auditeurs qui ont la chance d'avoir la couleur, comme je le dis toujours, et qui est en fait très étonnant. C'est-à-dire que j'étais un peu déçu moi par la Paperwhite nouveau modèle, qui je trouve évolue peu et puis surtout pas dans le bon sens, c'est-à-dire que
même si elle va plus vite, mais finalement la précédente n'était pas si lente que ça. Et surtout quand on lit des livres, que la page tourne 25% plus vite, finalement ça apporte pas grand-chose. Et puis elle est un peu plus fine, mais elle est un peu plus lourde, de quelques grammes, et je trouve que c'est sur le principe, c'est un peu dommage pour un appareil qu'on tient à la main pour lire longtemps. Et en fait, la Kindle de base qui coûte moins cher, qui coûte 150, 160 euros, non, moins, pardon, 120 euros, justement, elle a quasiment tout. C'est-à-dire qu'elle a un écran à encre électronique qui fait 300 points par pouce de résolution. Il y a un rétroéclairage, on le voit un peu ici, là, c'est un peu blanc parce que justement, il y a un rétroéclairage qui est très efficace. Et elle est très légère, beaucoup plus légère et plus fine que la Paperwhite. Et je trouve qu'elle a tout pour plaire par rapport à la Paperwhite qui est finalement plus chère et qui apporte finalement pas grand chose. Et donc je me suis mis à utiliser celle-là et je trouvais qu'elle était finalement très agréable et qu'elle se faisait oublier, elle est facilement transportable et on la tient vraiment, c'est vraiment très léger, hein, on voit dans ma main pour ceux qui ont l'image. Et donc j'ai été même très agréablement surpris par ce modèle-là. Donc si vous êtes tenté par une liseuse, ça vaut vraiment le coup. Je pense que de passer par celle-là au moins d'abord. Et c'est quoi les prix des suivantes ? C'est 189 et voire presque 200 euros pour la Kindle Paperwhite, et là c'est plutôt 120. Alors il y a toujours un modèle, on peut choisir plus ou moins un modèle il y a un message publicitaire quand on l'éteint, on peut payer 10 euros de plus pour faire disparaître ce message publicitaire. C'est pas que la pub en soi est embêtante, souvent, en gros c'est de la pub pour acheter un autre bouquin, pour vous dire que sur le Kindle Store il y a d'autres livres, mais ça veut dire que quand on a le modèle qui est sponsorisé par la pub, on ne peut pas utiliser, il y a une fonction qui disparaît, qui est celle de pouvoir afficher, quand la liseuse est éteinte, la couverture du livre qu'on est en train de lire. Et voilà, moi c'est une fonction que j'aime bien, et du coup ça manque quand on a le modèle avec la pub. Voilà. Ok. Est-ce que l'écran au format bréviaire n'est pas un petit peu petit ? C'est sur la Kindle de base, c'est un écran de 6 pouces. Et en fait, c'est comme quand on lit un livre de poche. Et donc, j'ai pas du tout de problème avec ça, et notamment parce que la résolution, la définition, pardon, est excellente. 300 points par pouce, c'est formidable, et donc j'ai vraiment aucun problème. Et on rappelle en plus que les écrans à encre électronique ont cet avantage que quand on est en pleine lumière, on n'a donc pas besoin de rétroéclairage, c'est très naturel, ça fait pas mal aux yeux. Moi, je trouve ça très agréable, beaucoup plus que de lire sur un écran LCD. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était un excellent modèle, la Kindle de base de cette année. Super, merci Fabrice. De mon côté, moi j'ai un petit coup de gueule. Alors, espoir un peu déçu, parce que j'étais très heureux il y a quelques jours de voir arriver la version 11 de Final Cut Pro. Alors il y a un outil de masquage automatique à base d'IA que j'ai pas encore essayé, mais qui a l'air vraiment chouette pour ceux qui en ont besoin. Alors là, on est vraiment dans des besoins de post-prod, de vidéos un petit peu élaborées. En fait, ça consiste à détourer un objet ou quelqu'un dans l'image de manière à remplacer tout ce qui l'entoure par ce qu'on veut, le mettre sur un fond de plage si on veut mettre une plage, ou voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut extraire l'image de quelqu'un qui danse et puis le mettre dans une autre vidéo. Enfin, tout est possible. Ça, c'est vraiment super chouette, et ça se fait tout seul, alors qu'avant ça demandait des heures et des heures et des heures à la mano. Non, ce qui m'intéressait énormément dans cette nouvelle version, c'était évidemment la fonction de transcription et de sous-titrage automatique. Voilà, c'est un sujet qu'on étudie avec la team depuis des mois, et son intégration dans Final Cut, je me suis dit c'est génial, enfin ça va être simple et rapide et de qualité. Donc je me suis jeté dessus avec l'épisode de la semaine dernière,
Et puis j'obtenais des sous-titres dans une sorte de charabia incompréhensible. Donc je me suis dit qu'il y avait un souci avec la langue que j'essayais de régler. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à découvrir qu'en fait, le français n'était pas encore au programme. Et qu'il n'arriverait qu'avec un peu l'intelligence en français. Et donc potentiellement au mieux en avril, au plus tard dans un an. Donc j'étais super déçu et je trouve qu'Apple aurait dû juste le préciser quand même dans sa com en disant que ça ne marchait qu'en anglais, en anglais US pour l'instant, parce que du coup c'est super décevant et je crains que beaucoup de gens l'achètent en pensant pouvoir l'utiliser en français et un peu la même déception que moi. Donc là je dis Apple, pas bien de jouer sur cette petite ambiguïté qui fait qu'on y croit, on espère, et puis en fait, c'est pas pour nous, pas pour tout de suite. Ça, c'est pas génial. Tu sais, petite réflexion quand même pour défendre pour une fois Apple sur ce sujet. Ça me fait penser à Denis Delbecq et à son application Chuchotis qui fait de la transcription et qui était venu nous voir et qui nous avait justement bien expliqué que la transcription par l'IA d'audio en texte était basée sur des données d'entraînement à 80% en anglais et que les 20% qui restaient, c'était sur toutes les autres langues du monde. Voilà. Ouais. Et je pense que Apple, en fait, utilise des modèles similaires et qu'ils en sont là aussi. C'est le fameux Whisper d'OpenAI, sauf erreur de ma part. Exactement. Donc on peut espérer que justement ils arrivent uniquement avec l'anglais et qu'ils vont travailler sur beaucoup d'autres langues petit à petit et que eux justement auront peut-être des données d'entraînement un peu plus touffues pour qu'on ait des bons résultats encore meilleurs que Whisper en français notamment. C'était l'épisode 208 d'iWeek, la semaine Apple. On vous donne déjà rendez-vous mardi prochain à partir de 17h30 pour l'enregistrement en streaming et dans la foulée la dispo en podcast sur les principales plateformes. Un grand merci à vous tous dans le chat qui nous avez accompagnés pour cet enregistrement, que ce soit sur X, sur Facebook, sur Twitch, sur LinkedIn Live ou sur YouTube. Merci d'avoir été là, merci d'avoir contribué avec vos messages à nous faire un meilleur épisode que si vous n'aviez pas été là. Et puis c'est vraiment sympa de vous retrouver toutes les semaines. Je vous rappelle, dans 15 jours, un Live Week vraiment interactif pour nos soutiens Patreon. Vous pourrez passer une tête dans l'épisode en visio avec le lien que vous recevrez si d'ici là vous nous rejoignez. Et donc vraiment on vous incite à devenir l'un de nos soutiens sur patreon.com/iWeek en vous remerciant. Ce soutien est hyper important pour nous. Donc merci de votre présence. Le plaisir continue avec le JT de la semaine qu'on va enregistrer dans quelques instants. Et puis ce sera le bonus hebdo juste après le générique de fin consacré cette semaine au retour de la vieille rumeur de Télé Apple. Mais cette fois, c'est Mark Gurman qui la relance, alors forcément, on y fait un peu plus attention. Salut à toutes et à tous, salut la team, salut Fabrice. Salut Benjamin, salut Gilles, salut à toutes et tous. Et salut Gilles. Salut Benjamin, salut Fabrice et salut tout le monde. À mardi. Ouais, à mardi Gilles, à mardi Fabrice. Une pensée pour Ellie, qui a eu des petits soucis ces derniers jours, qui est dans sa voiture, qui nous écoute. On pense à toi, Ellie. Il nous regarde sur X, il nous a dit. Oui, bien sûr, il est là. J'ai vu passer un message en disant que la télé Apple n'arriverait jamais. Voilà, on va en discuter dans le bonus, justement. Une bise aussi à François Le Truedi, à Baptiste Dajon. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao à tous, bye bye, à très vite. Bye bye. Bye bye.